Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h sur Canal 3 Bénin. Dans les titres, Rosine Vieira Soglo n'est plus l'ancienne première dame du Bénin et femme politique, est décédée dimanche à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière le souvenir d'une femme engagée qui fera d'elle l'une des personnalités politiques préférées des Béninois. À suivre les témoignages. Le parti Mouel Bénin a tenu son troisième conseil national. Il s'est agi pour le bureau politique et les militants de redéfinir les bases et relancer le parti après une période de turbulence. Vous aurez le point des activités avec Geoffroy Médecin et Florent Dorou du bureau régional Canal 3 Mono Koufou. Et puis, depuis ce samedi, les stades de Grand Popo et de Comin abritent la phase finale du championnat national scolaire, une compétition qui réunit les moins de 16 ans engagés au niveau des classes sportives. 24 équipes prennent part à cette première édition. Les résultats à suivre avec nous. Bienvenue dans ce journal. C'était donc les titres. Elle avait 87 ans. Elle était une grande figure de la politique béninoise, ancienne première dame du Bénin, restée longtemps députée à l'Assemblée nationale. Rosine Vieira Soglo, l'épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est éteinte hier dimanche. Les Béninois rendent hommage à une brave dame qui aura tout donné pour le Bénin. Teddy Goudalo et Eder Humpevi, dépêchés à son domicile pour s'imprégner de l'ambiance qui a prévalu après l'annonce du décès, ont recueilli l'impression de personnalités politiques rencontrées en ces lieux. Nous les écoutons sur place. Je suis triste. C'est réellement, comme on dit, un baobab qui est tombé. J'ai passé 3 législatures aux côtés de la présidente Rosine Vieira Soglo. Et je puis vous dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une Amazone de notre temps. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Voilà une femme qui n'a pas peur de te dire la vérité. Ce que je garde d'elle, c'est une femme de cœur, éducatrice, et elle est pleine d'amour. Madame Rosine Soglo était une personne exceptionnelle. Je pense qu'elle est la première, la meilleure, la plus grande de tous les combattants féminins. Elle est la plus grande, en tout cas pour celle que moi j'ai vue à l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup appris d'elle. Elle nous a beaucoup secoués. Nous perdons de ses conseils, nous perdons de son affection. Et le pays perd quelque chose. Son départ laisse un vide que nous mettrons du temps à combler. C'est bien dommage. Je présente mes condoléances aux familles Soglo et Vieira, particulièrement au président Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses enfants Léadi et Ganiou. Et je souhaite que Dieu, dans sa miséricorde infinie, l'accueille dans son royaume. Je crois qu'elle mérite respect et je souhaite qu'à ses obsèques, toute la nation vienne avec une rose en main pour lui dire au revoir. Et voilà, vous venez de suivre Léon Basile Akhossi et Éric Roudeté, 2 anciens députés à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons, juste après ce journal en nouvelle diffusion, l'émission Zone Franche qui recevait il y a de cela quelques années Rosine Vieira Soglo, décédée hier. Les acteurs de la société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine ont tenu une séance d'échange et de réflexion sur la gouvernance inclusive. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer le rôle de la société civile et des syndicats. L'atelier est organisé par Oui Social Mouvement et CNV International. C'était vendredi dernier. Rachidi Soubérou, Ali Moumouni. La gouvernance inclusive pour le développement durable, tel est le thème de cet atelier d'échange et de réflexion des acteurs de la société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer non seulement leur rôle, mais aussi celui des syndicats. Et le modèle tripolaire est la stratégie qui apparaît comme la solution qui prend en compte toutes les voix. Une gouvernance inclusive nécessite la représentation des 3 acteurs à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau international. Ça, pour veiller à ce que, dans une approche systémique, on peut aussi réaliser les changements qu'on vise de manière structurelle. Les changements au niveau local nécessitent souvent aussi
des incentives du niveau national. Et le niveau national dépend souvent d'une incentive au niveau continental. Et de la même façon, le niveau international doit inciter, impulser ces changements au niveau continental. Donc il faut articuler les actions à tous ces niveaux. Et donc articuler aussi le dialogue entre les différents acteurs, l'acteur étatique, l'acteur privé et l'acteur de la société civile à tous ces niveaux. Le séminaire a démarré par la présentation de quelques résultats de recherche sur la question de la gouvernance inclusive. L'atelier s'inscrit dans le cadre des programmes 2017-2021 de We Social Movements et 2021-2025 de la CNV internationale. 28 années d'expérience sont partagées avec les participants aussi bien en présentiel qu'en mode virtuel. Durant cette période, ces organisations ont collaboré avec les institutions de recherche spécialisées sur des questions en lien avec le travail décent, le droit à la protection sociale, le développement social inclusif et le rôle des mouvements sociaux dans toutes les politiques, allant de l'élaboration des politiques, la mise en œuvre des politiques, l'évaluation des politiques. Nos actions s'appuient sur les instruments internationaux, notamment les objectifs de développement durable, les normes internationales de l'Organisation internationale du travail, les instruments tels que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux, culturels et d'autres instruments internationaux pertinents. Au cours de la rencontre, les partenaires béninois ont présenté aux participants des illustrations sur le sujet de la gouvernance inclusive à travers des actions concrètes menées sur le terrain. Il s'agit entre autres des actions de plaidoyer pour la prise en compte de toutes les couches sociales et pour le droit à la protection sociale. Mais ce choix doit être perçu comme une invite à faire davantage, encore mieux, pour que non seulement la dynamique qui a commencé et qui voit une bonne articulation entre les mouvements sociaux, notamment les syndicats, les organisations de la société civile et l'État, que cette dynamique-là puisse se renforcer et s'améliorer dans tous les secteurs. Le programme sur la gouvernance inclusive du Bureau des conseillers des projets Afrique de We Social Movement et CNV International intervient dans 6 pays. Il est financé par les coopérations belges et néerlandaises. Le syndicalisme, on continue d'en parler dans ce journal. Les membres du syndicat des agents de la mairie d'Abomey-Calavi étaient en congrès extraordinaire. Une journée d'échange sur le thème « Le syndicat, un puissant moyen du travailleur pour sa valorisation ». Pardon. Au-delà, les congressistes ont revisité les tests qui régulent le bon fonctionnement du syndicat. Le point. Quand le SYNAMAC, le syndicat des agents de la mairie d'Abomey-Calavi, opte pour un congrès extraordinaire, c'est pour réfléchir sur le thème « Le syndicat, un puissant moyen du travailleur pour sa valorisation ». Ce thème nous interpelle, nous, travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une exhortation à nous mobiliser autour des camarades responsables syndicalistes pour réellement sauvegarder les intérêts qui sont les nôtres. Le volet intellectuel des assises de ce 24 juillet est couplé d'une restructuration de l'instance dirigeante du syndicat. Le SYNAMAC, pour ce faire, a opté pour une démarche inclusive. Comme l'autorité a l'habitude de le dire, je cite, « Je voudrais avoir des syndicats de développement et de dialogue. » Félicitations. Pour vous dire que le maire est et reste ouvert au débat constructif pour l'atteinte des objectifs fixés pour sa mandature. C'est à la COSI Bénin que le SYNAMAC est affilié. Un choix objectif laissera entendre le deuxième secrétaire général adjoint de la COSI Bénin. Allez dire au maire qu'à la COSI Bénin, nous accompagnons le développement. Nous sommes un syndicat de développement. Donc, les membres affiliés de la COSI Bénin doivent contribuer au développement de là où ils sont. Défendre avec équité les intérêts professionnels, matériels et moraux
de tout le personnel et en particulier de ses membres, le SINAMAC en fait son leitmotiv et c'est pourquoi le secrétaire général reconduit lève le voile sur les priorités de l'équipe dirigeante dont il répond au premier chef. Il sera mis en place un système régulier de reddition de comptes en vue d'établir une passerelle de confiance permanente entre vous et nous. Mon équipe et moi, nous nous emploierons à défendre les intérêts, que dis-je, nos intérêts légitimes, tous nos droits légaux, quel que soit le prix à payer. Nous continuerons des pourparlers engagés avec l'exécutif afin de trouver des solutions satisfaisantes à nos différents problèmes qui se libellent comme suit. L'assurance maladie au profit du personnel communal, les moins perçus sur salaire, les allocations familiales, les reclassements et avancements. De toute évidence, les sections syndicales d'arrondissement seront les leviers d'appui du bureau exécutif et la mise en place sans délai ne devrait souffrir d'aucune diligence. Et voilà, merci à Kimé. On vous emmène à présent découvrir le bureau officiel de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. Ils sont 9 membres, tous leaders de différentes confessions religieuses qui devront travailler à asseoir le dialogue entre les religions. C'est un engagement de la Fédération pour la paix universelle portée sur les fonds baptismaux en 2005 à Washington et qui est établi dans 150 pays de par le monde. Herman Anyambossou et Bernd Kovi. Après l'association des parlementaires, c'est le deuxième plus grand organe de la Fédération pour la paix universelle qui voit le jour au Bénin. Réunis à l'ambassade de paix de Godomé, les dignitaires religieux, toutes obédiences confondues, ont travaillé depuis août 2018 à asseoir les bases du dialogue interreligieux pour la paix et le développement. Ce matin, grande est ma joie d'être entouré de toutes les sommités de la religion ici au Bénin. Grande est ma joie parce que tel est le désir de notre Créateur, tel est le désir de notre Parent céleste. L'installation ce samedi 24 juillet 2021 du bureau de 9 membres pour présider aux destinées de l'AIPD pour le compte du Bénin est le fruit de ces importants travaux. Nous saluons la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Hak Jan Hang Moon, la mère artisane de la paix, et son défunt mari, le révérend Dr Sun Moon, pour leur vision et les efforts consentis sans cesse pour l'enracinement de cette structure sur le plan international et décentralisé désormais au niveau des régions. Plus qu'un engagement, le dialogue interreligieux est aux yeux de la Fédération pour la paix universelle le plus gros défi à relever par l'humanité. Ce qui suppose le vrai amour, qui fasse le lien à la tolérance, la fraternité universelle, l'harmonie et à bien d'autres valeurs universelles qui gouvernent la Fédération pour la paix universelle. L'amour vrai, elle doit se distinguer puisque tout le monde dit je t'aime, mais n'aime pas. Tout le monde veut être aimé et n'aime pas comme ils entendent que les autres les aiment. C'est pour cela que l'amour vrai se distingue de notre amour que nous connaissons et que nous avons sur les lèvres. Désormais ambassadeur de paix de la FPU, le bureau de l'AIPD Bénin est plus que conscient de l'immensité des tâches à abattre, non seulement pour le dialogue entre religions, mais aussi pour accompagner le gouvernement béninois dans ses actions de développement. À cette installation, l'assistance a eu droit aux messages d'encouragement par visioconférence d'un représentant de l'AIPD Afrique présidé par le révérend docteur sud-africain Prophète Radebe. La cérémonie s'achève comme elle a démarré sous les invocations du chef suprême des chérubins et séraphins et de l'imam Kadiri, le deuxième vice-président de l'AIPD Bénin. Pour rappel, la Fédération pour la paix universelle, présidée par le révérend Moon, a été portée sur les fonds baptismaux en 2005 à Washington
et est établie dans 150 pays de par le monde. Et voilà, on va parler à présent politique avec le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, qui a tenu au cours du week-end son 3e conseil national à Zové, principale ville de la commune d'Aplaroué, dans le Koufo, a abrité cet événement qui a permis à ce parti de se donner un nouveau souffle après une période de turbulence. Le reportage de Geoffroy Médecin. Tant attendu, le 3e conseil national du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, s'est tenu dans une ambiance de franche camaraderie et de sérénité. Dans cette salle de conférence d'Azové, ville phare de la commune d'Aplaroué dans le département du Koufo, les travaux ouverts dans la matinée du samedi 24 juillet ont eu pour maître mot « Unis, rien ne nous résistera ». 2023, c'est maintenant. Ce Conseil national se tient à une période de turbulence. Je voudrais inviter les uns et les autres au calme et à la sérénité. Camarades présidents, le comité d'organisation de la présente cérémonie que j'ai eu l'insigne honneur de présider a rempli les termes de sa mission, à savoir réussir à réunir tous les membres du bureau politique national et tous les délégués et les vice-délégués. Ils sont venus des 12 départements. Venus des 4 coins du Bénin et même d'ailleurs, les responsables, militants et sympathisants du parti se sont donné 48 heures pour réaffirmer les ambitions du parti et les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. La turbulence que traverse actuellement le parti est considérée comme une crise de croissance par les invités à la cérémonie d'ouverture. Je voudrais surtout, à cette occasion, vous inviter à ne pas transformer en tempête la brise qui a juste fait trembler la surface. Nous voudrions aussi vous féliciter pour le chemin fait ensemble autour du chef de l'État pour les élections présidentielles passées. Nous vous encourageons parce que le système partisan, à l'heure actuelle, est à quelques épreuves mineures qui est inhérent à toute vie. Ce rendez-vous d'Azové a été une occasion pour le parti Moël Bénin d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en procédant à une revue de troupes, puis au colmatage des brèches issues des dernières démissions. Les présidents assises nous donnent l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours afin de mieux apprécier nos performances, faire des recommandations pertinentes et prendre des résolutions subséquentes pour mieux baliser notre marche à venir, la baliser d'actions fructueuses et de détermination ferme. Ce sera l'occasion de faire une relecture des textes qui régissent la vie du parti pour les mettre au goût du jour. Jacques Ayadji ainsi que le parti Moël Bénin sortent renforcés et confortés dans leurs choix et lignes directives de ce Conseil national. La prochaine bataille et la plus immédiate dans la ligne de mire du parti est celle de 2023. La route de notre parti Moël Bénin sera longue et parsemée d'embûches. Mais la force de notre encart idéologique pour rompre avec des pratiques obsolètes et rétrogrades constitue un leitmotiv qui entretient notre détermination à aller de l'avant. Le Conseil national est un rendez-vous statutaire du parti jamais raté depuis sa création en juillet 2018. Une rigueur qui témoigne de la discipline des responsables du parti dans leur engagement politique. Voilà. Et puis cette nouvelle qui réjouit les populations béninoises qui jusque-là n'ont pas accès à l'énergie électrique. Il y a un projet qui permettra d'ici d'alimenter plus de 48 000 ménages. Il s'agit du projet d'électrification rurale, le Pérou. Il a été officiellement lancé jeudi dans la commune d'Adiara en présence du représentant pays de la Banque africaine de développement, Emma Rolon. Cette coupure de ruban, ici à Diara, département de Lomé, consacre le lancement du projet d'électrification rurale Pérou
Un projet de grande portée conduit par le gouvernement béninois et la Banque africaine de développement pour apporter la lumière à des milliers de Béninois. Au total, le projet PRU prend en compte 209 localités, dont l'électrification de 133 nouvelles localités rurales et l'extension du projet, l'extension du réseau existant dans 76 localités périurbaines. Sur les 77 communes du pays, le projet prend en compte 62 communes et 11 départements. C'est seulement le département du littoral qui n'a pas été pris en compte, qui n'est pas une zone d'intervention de l'ABEM, vous le savez bien. Et à l'issue de la réalisation de ce projet, nous allons raccorder immédiatement à la fin du projet 48 400 ménages ruraux à un coût forfaitaire de 25 000 francs CFA. C'est de jamais vu, c'est la première fois. Nous allons également, grâce à l'extension dans les localités périurbaines, on va réduire considérablement les réseaux de fortune, ce que nous appelons communément les toiles d'araignée. Et nous allons également contribuer à la réduction des pertes techniques sur le réseau de la SBE de 0,4%. L'ABEM, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, voudrait par ma voix rassurer tous les bénéficiaires de ce que toutes les dispositions seront prises pour mettre en œuvre diligemment toutes les composantes de ce projet dans le respect des 3 incontournables du ministre de l'Énergie que sont le respect des délais contractuels, la qualité des travaux et la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux pour le bonheur des populations. D'un coût global de 47,6 milliards de francs CFA, dont 40,5 milliards apportés par la Banque africaine de développement, le projet PRU est une preuve de l'engagement du président Patrice Talon à donner l'énergie électrique à tous les Béninois. Et déjà, je vous invite à savoir que quand la BAD vient, elle ne vient pas seule. Nous sommes avec divers partenaires techniques et financiers que nous remercions déjà, dont je citerai quelques-uns, l'Agence française de développement, mais aussi le Millennium Challenge Account et d'autres partenaires comme l'Union européenne. Nous œuvrons ensemble pour que les financements soient efficaces. Grâce aux différentes actions hardies qui ont été engagées, la situation énergétique de notre pays, autrefois marquée par des délestages de longue durée et dont nous connaissions aussi bien les conséquences qui affectaient les différents maillons de l'économie, s'est significativement améliorée et se traduit désormais par une plus grande indépendance énergétique et une meilleure disponibilité de l'électricité en quantité suffisante et au meilleur coût. Je crois que tous nos compatriotes le sentent et le vivent au quotidien désormais. Les travaux du projet PRU sont prévus pour durer 48 mois. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, qui a également en charge le département de l'artisanat, a procédé vendredi à la remise officielle des attestations de mise sur le marché pour l'ananas séché, l'amande torréfiée de cajou et la farine de manioc. On n'oublie pas le pain tissé Canvor également. La remise a eu lieu dans la salle VIP du dit ministère. Narcisse Anossé. Cérémonie de remise des attestations pour saluer la qualité des produits comme l'ananas séché, l'amande torréfiée de cajou, la farine de manioc panifiable, le beurre de karité et le pain tissé Canvor. C'est le résultat d'un long processus déclenché en 2018. La phase de sélection des produits en 2018 a consisté à l'élaboration de cahiers de charges pour la définition du label Bénin Pro Qualité en 2019, la formation et l'organisation en cluster des potentielles entreprises artisanales productrices de ces produits, puis l'accompagnement des structures de certification qui a été déterminant pour la phase de certification. Comme vous le constatez, c'est un processus qui a quand même duré 3 ans. La certification conduit à disposer de produits de meilleure qualité permettant de mieux faire face à la concurrence. Plusieurs critères ont permis d'évaluer et de sélectionner les récipiendaires qui ont été désignés pour être certifiés. Nous avons sélectionné d'abord des produits. On a sélectionné des chaînes de valeur qui sont potentiellement porteurs sur le marché local et sur le marché international.
à partir de la sous-région. Donc il fallait d'abord voir des domaines dans lesquels le Bénin a un avantage comparatif par rapport à d'autres pays. Et donc des produits de ces domaines-là, nous avons sélectionné ces domaines et nous avons fait une étude prospective sur des marchés qui nous environnent et d'autres marchés pour définir des couples produits-marchés. Et c'est à partir de ces couples produits-marchés qui sont porteurs sur des produits qui sont donc porteurs sur des marchés précis qu'une liste restreinte a été faite. Dans son intervention, le porte-parole des récipiendaires a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement pour l'apport au secteur de l'artisanat en général et spécifiquement dans la conduite du projet de l'amélioration qui fait d'eux aujourd'hui les détenteurs de certification de conformité de qualité et d'autorisation de produits sur le marché. C'est maintenant que le plus dur commence pour nous. Le respect strict des normes de production, des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et l'observance sans faille de la démarche qualité demeureront toujours les principes de vie et de gouvernance de nos entreprises respectives. Du haut de ce pupitre, nous relèverons au Fonds de développement de l'artisanat notre engagement pour la poursuite de la phase de promotion et de commercialisation avec la satisfaction des consommateurs, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Tout en remerciant les acteurs qui ont contribué activement à ce résultat, le directeur de cabinet du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a invité les bénéficiaires à faire en sorte de maintenir l'image du Bénin sur le marché mondial par la qualité des produits sur le marché. On va parler maintenant de la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Santé était face à la presse jeudi. Au cours de cette rencontre, Benjamin Nkouati a saisi l'occasion pour inviter les Béninois à respecter les gestes barrières et à sortir massivement pour se faire vacciner. Ceci après le point de l'évolution de la pandémie au Bénin. Je vous propose de l'écouter. Des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8 327 cas positifs, dont 8 126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée, entre autres, à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement, du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour protéger les populations. Ainsi, en plus des nombreux efforts consentis pour prendre en charge tous les cas détectés, nous avons depuis le 31 mars 2021, avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires, lancé la campagne de vaccination pour les populations cibles au sein de l'Est-Cordon sanitaire. Le dispositif de vaccination a été élargi par la suite aux sujets adultes de 18 ans et plus, et ce, dans toutes les communes du Bénin.
Les tendances de ces derniers jours nous confortent quant à l'adhésion sans cesse croissante des populations à cette campagne. C'est le lieu pour moi de confirmer qu'en plus des gestes barrières, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise. Aussi, voudrais-je à nouveau, profitant de ce contexte épidémiologique particulier, exhorter toutes les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. Je voudrais aussi faire observer que cette période de grandes vacances est souvent propice à l'organisation de manifestations à grand rassemblement. C'est la raison pour laquelle, afin de prévenir des contaminations de masse, elles font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. À cet effet, il est fortement demandé aux organisateurs de ces manifestations de passer des messages de sensibilisation sur la vaccination et le respect des mesures barrières. En tout état de cause, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, l'accès aux dites manifestations pourrait être bientôt subordonné à l'effectivité de la vaccination de chaque participant. Je voudrais en outre rappeler que la vaccination demeure gratuite au Bénin. Allons donc nous faire vacciner contre la Covid-19 et respectons les gestes barrières, car ce sont là les seuls moyens sûrs pour nous protéger et protéger les autres. Voilà, c'était là le message de Benjamin Nkpati, ministre béninois de la Santé. On parle maintenant de l'association Natitengu Fumbe Nzeyo qui a tenu son congrès constitutif, c'était samedi dernier. Cette initiative émane des hommes et femmes en provenance essentiellement des premiers quartiers de Natitengu et elle vise à participer activement aux côtés des autorités politico-administratives au rayonnement de leur commune. Alassane Aroulan, Abdou Sabi Rissou. Dans un élan de fraternité et de solidarité agissante, ces hommes et femmes en provenance des premiers quartiers de Natitengu et de la diaspora, déterminés à entretenir le cordon ombilical qui les lie à leur terre natale Natitengu, se sont donné rendez-vous à cette place de l'ex-CPR pour le congrès constitutif de leur association dénommée Natitengu Fumbe Nzeyo. Un creuset socio-culturel dont les membres proviennent pour la plupart des quartiers d'Ingiriberi et Santa, qui entend ainsi apporter sa caution au développement socio-économique de la cité de Nanto. Pour y arriver, les membres de cette association se sont fixés plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de participer aux côtés d'autres communautés au développement de la commune de Natitengu, de faire la promotion des langues locales de la commune, d'apporter notre grain de sel à tout ce qui touche notre commune, notre association. En bref, l'association Natitengu Fumbe Nzeyo tient à jouer pleinement son rôle dans le respect de l'autre. La marche vers le progrès tant souhaitée rythme désormais la vie associative de Natitengu Fumbe Nzeyo, une association audacieuse très engagée aux côtés des autorités politico-administratives pour le rayonnement de cette cité montagneuse. C'est avec un grand plaisir que nous nous mettons au service de Natitengu. Posons-nous souvent la question de savoir ce que nous pouvons faire pour notre communauté. Et non, qu'est-ce que notre communauté peut faire pour nous. Ce n'est qu'à ce seul titre que nous pouvons réaliser de grandes choses. Plus unis, plus forts, nous irons loin. Chers congressistes, je vous demande de mettre de côté nos querelles intestines et que nous travaillions main dans la main pour essayer de restaurer des valeurs qui étaient chères à nos parents. Les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre ont tour à tour salué la démarche des initiateurs de cette rencontre. Une rencontre qui a débouché sur la lecture, amendement et adoption des textes devant régir cette association. Au terme des travaux, un bureau de 13 membres présidé par Mokhtar Mamadou Issa a été mis en place pour un mandat de 2 ans. À noter qu'avant ces assises, une prière musulmane a été dite à la veille à la mosquée centrale de la ville
pour placer Nati Tengou Fumbenzeo sous la protection d'Allah. Depuis samedi se déroule à Grand Popo et à Commet la phase finale du championnat national scolaire édition 2021. Une compétition qui réunit des élèves filles et garçons des moins de 16 ans engagés au niveau des classes sportives. 24 équipes au total prennent part à cette première édition dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu sur le stade Omnisport de Grand Popo. C'est dans le Mono. Geoffroy Médecin, Florando. Le ministre des Sports, Oswaldo Meki, donne ainsi le coup d'envoi de la phase finale de la première édition du championnat national scolaire en partenariat avec la CAF et la FIFA. Une compétition qui réunit jusqu'au 1er août prochain 24 équipes de football issues des phases de sélection organisées il y a quelques semaines dans les 12 départements du Bénin. Joueurs et joueuses de la phase nationale du championnat scolaire 2021, prenons l'engagement de respecter les décisions des arbitres dans un esprit de fair play. Nous, jeunes arbitres du championnat scolaire édition 2021, jurons solennellement de faire respecter les lois et règles de jeu en tout professionnalisme. Les 24 équipes en compétition, à savoir 12 chez les garçons et 12 chez les filles, sont composées d'élèves de moins de 16 ans engagés au niveau des classes sportives. La station balnéaire de Grand Popo, à travers son stade omnisport flambant neuf, accueille la compétition et offre sa pelouse synthétique et ses autres infrastructures aux athlètes et encadreurs. Cette semaine est l'occasion donc donnée à nos jeunes footballeurs de s'exprimer et de nous démontrer que l'espoir de compter notre pays, le Bénin, parmi les nations incontestablement de football est permis. L'objectif du nouveau format du championnat scolaire au Bénin est de détecter et de valoriser les talents à la base. Le Bénin a été choisi par la FIFA comme pays pilote dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme de championnat scolaire. C'est un événement important pour le football africain, je dirais même mondial. Parce que grâce à la volonté de deux personnes, le président Gianni Infantino de la FIFA et son Excellence M. Patrice Talon, qui ont signé une convention en janvier 2020 pour concrétiser cet événement. Cet événement qui va commencer aujourd'hui, ça va nous permettre de l'étendre au niveau du continent. Si cet événement est un succès, c'est parce que c'est un événement partenarial et parce que chaque partenaire a su jouer sa partition pour faire en sorte que nous arrivions à la fin de cette année scolaire avec ces phases finales. Outre Grand Popo, certaines rencontres se dérouleront dans la commune voisine de Commet. Les matchs seront arbitrés par des jeunes officiels de l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Je voudrais enfin souhaiter aux joueuses et aux joueurs des 12 départements du Bénin qualifiés pour la phase nationale une très belle compétition. Leur dire que cette compétition que nous lançons aujourd'hui est le début d'une belle aventure qui, à coup sûr, donnera naissance à des talents dans notre pays. Les matchs d'ouverture de la compétition ont vu la victoire chez les garçons du CEG Lalo 1-0 devant le CEG Rouegbo et du CEG Grand Popo devant le CEG Ikminlé chez les filles par le même score étriqué. Et voilà, et dans nos éditions, on fera donc le point des différentes rencontres, un peu comme ce tableau que vous allez découvrir avec la réalisation au football. Eh bien, cette troisième journée, eh bien, ce matin, il y a eu 4 rencontres, 2 du côté des hommes et 2 du côté des filles. Aboumé a joué contre Niki avec un score de 1 but partout. Commet 4, Kobli 1. Et puis chez les filles, Dogbo,
a joué face à Banikwara avec la victoire de Dogbo, 1-0. Et puis Savet contre Bassila et un score de parité, 2 buts partout. Cet après-midi, il y aura également 4 rencontres, 2 chez les garçons et 2 chez les filles. Lalo jouera contre Bassila, Bantais sera aux prises avec Malanville. Et puis chez les filles, vous suivrez la rencontre à Gbanizou, Kobli et Grand Popo Kalalé pour le compte de cette 3e journée du championnat national scolaire. Eh bien, c'était le 13h chez vous. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas vos positions. Nous vous proposons en nouvelle diffusion, juste après ce journal, l'émission Zone Franche qui recevait, il y a cela quelques années, Rosine Vieira Soglo, décédée hier à l'âge de 87 ans. Passez un très bel après-midi.